On venait de perdre 40 ans d'histoire. À l'instant T, ce magique n'existe plus. Quand ton informaticien te demande à toi qu'est-ce qu'on fait, tu te dis là c'est grave. Et ce jour-là, j'étais pas sûr de pouvoir tenir le truc, quoi. Parce qu'on n'avait plus rien. Moi, sans TOEIC, on m'aurait dit tu vas sur le dark web pour discuter avec des hackers. Je sais pas. Ils arrivent, j'ouvre la porte de la voiture, c'est le Messie qui arrive. L'impact sur le fonctionnement de l'hôpital, il est majeur puisque c'est une attaque qui a lieu dans la nuit, donc forcément avec pas d'informaticien sur place pour se rendre compte en live que l'attaque survient. Et donc quand on arrive, effectivement, l'attaque est déjà étendue et donc on a environ 95% de notre parc informatique, serveurs et postes de travail touchés et donc des fonctions effectivement majeures de l'établissement qui sont impactées. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. On va maintenant parler de cyberattaques et pas des moindres. Je suis vraiment très honorée de recevoir le RSSI du groupement Hôpitaux Publics Grand Lille, Thomas Aubin. Bonjour Thomas. Bonjour. Et Nathalie Borgne, directrice du centre hospitalier d'Armentières. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci à vous deux d'avoir accepté cette interview. C'est pas tous les jours que je recueille des témoignages de cyberattaques et je sais aussi à quel point ça peut être difficile de revenir sur les détails d'un tel événement. Alors pour commencer, je vais vous demander de me raconter comment vous avez découvert et vécu cette cyberattaque dans un premier temps. Alors la découverte de la cyberattaque, c'est des manifestations sur des postes de travail et des imprimantes. Donc si on rembobine un petit peu l'histoire, c'est dans la nuit du 10 au 11 février que je reçois un coup de fil à 3h du matin de l'équipe locale informatique qui est déjà sur site et qui me signale que certains sujets au niveau du système d'information dysfonctionnent. Donc je prends quelques éléments d'information, les symptômes effectivement, et puis je m'assure que les premiers sujets de protection sont déjà faits, on s'est coupé d'internet et on a protégé les sauvegardes, et je me mets rapidement en route pour arriver au centre hospitalier d'Armentières et donc pour constater qu'effectivement nous avons des postes informatiques sur lesquels il y a des fichiers avec des noms bizarres qui font tout de suite penser à des fichiers qui ont été chiffrés, et puis des imprimantes qui sortent des revendications en anglais, toutes les imprimantes de l'hôpital qui sortent des revendications en anglais. Et donc très rapidement, effectivement, on bascule dans un constat que nous sommes face à une cyberattaque et que il va falloir prendre des mesures immédiates pour maîtriser et protéger ce qui reste protégeable. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de l'impact sur le fonctionnement de l'hôpital ? L'impact sur le fonctionnement de l'hôpital, il est majeur puisque c'est une attaque qui a lieu dans la nuit, donc forcément avec pas d'informaticien sur place pour se rendre compte en live que l'attaque survient. Et donc quand on arrive, effectivement, l'attaque est déjà étendue et donc on a environ 95% de notre parc informatique, serveurs et postes de travail touchés. Et donc des fonctions effectivement majeures de l'établissement qui sont impactées. Nathalie, pour compléter sur les impacts. À l'hôpital, tout est informatisé, le dossier patient, les examens de biologie, l'IRM, le scanner, par exemple, pour ne citer que cela, et la prescription des médicaments avec la pharmacie, par exemple. Et donc, immédiatement, il y a forcément un impact sur l'ensemble en fait de l'activité du service. Donc, les professionnels qui ont l'habitude, malheureusement, de faire face à des situations un peu imprévues ou inadaptées ou des situations exceptionnelles, mettent en place en fait immédiatement des procédures dégradées pour la prise en charge des patients, pour que le service informatique, lui, de son côté, gère un certain nombre de choses. Donc, très rapidement, en fait, la cellule de crise établissant va se déclencher, en plus de la cellule de crise informatique, pour justement regarder en lien avec l'équipe informatique, faire un bilan d'impact, en fait, quels sont les services qui sont touchés, qu'est-ce qui se passe du côté informatique, mais du coup, quel est l'impact sur la prise en charge des patients pour mettre en place le plus rapidement des procédures dégradées et éviter bien évidemment que l'hôpital ne s'arrête, puisqu'un hôpital fonctionne 24 heures sur 24. Donc il faut impérativement en fait qu'on puisse décider très vite qu'est-ce qu'on doit protéger, est-ce qu'on doit arrêter le service des urgences, est-ce qu'on doit déprogrammer des patients,
comment on doit organiser le renfort en personnel, etc., etc. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une continuité de soins qui a pu être assurée, ou est-ce que on a dû reporter des rendez-vous, des opérations? Est-ce que le service des urgences a été maintenu? Alors rapidement, on a décidé de fermer le service des urgences qui a été rouvert à J2, donc très très rapidement, mais pour sécuriser un maximum, bien évidemment, la prise en charge des patients, le temps qu'on regarde en fait qu'est-ce qui était dysfonctionnant et en quoi ça allait nous perturber. On a mis en place aussi de la déprogrammation. Bien évidemment, tous les patients qui ont été pris en charge dans l'hôpital ont été très bien pris en charge. Il n'y a pas eu de sujet de risque et de sujet d'inquiétude par rapport à la prise en charge des patients. On a eu bien sûr une perturbation sur l'activité du laboratoire. Le laboratoire en fait a été déconnecté pendant 10 jours pour le centre hospitalier d'Armentières. Mais comme on a un laboratoire qui fonctionne aussi pour d'autres hôpitaux, en groupement hospitalier de territoire, par exemple, le centre hospitalier d'Hasbrook, lui aussi a été touché avec une interruption plus longue de 45 jours, par exemple. Donc, on a dû en fait mettre en place des procédures dégradées. Mais l'activité a toujours fonctionné. Par contre, ça a nécessité de la part des équipes une mise en place de procédures dégradées et beaucoup d'attention pour maîtriser en fait les risques de tous les circuits, et tout ce que ne faisait plus l'informatique parce que informatique indisponible, il a fallu le faire à tête d'homme, à main d'homme, à pied d'homme. Alors déjà que les métiers de professionnels de santé dans le milieu hospitalier n'est pas facile aujourd'hui. Alors en plus de devoir remplacer l'informatique, comment ça a été vécu par les équipes sur place ? Alors, je crois que tous les professionnels, ça a été... d'abord, je crois qu'on ne s'y attend pas, même si on se prépare, même si on se forme. Et ce que vous dites, vous fonctionniez en procédure dégradée. C'était une procédure qui était prévue déjà, ou que vous avez mise en place en urgence? Alors, il y en a qui étaient prévues, et il y en a d'autres qu'on a dû improviser, parce que même si on écrit une procédure, c'est jamais exactement comme c'est écrit dans la procédure. Il faut toujours s'adapter. Donc, c'est vrai qu'on a la chance avec les professionnels hospitaliers, les professionnels des services de soins, c'est qu'ils ont quand même de grandes capacités de résilience et d'adaptation à des situations imprévues. Donc ça, c'est quand même une grande chance. Ils savent se débrouiller, ils savent sortir le papier crayon. L'essentiel, c'est la prise en charge des patients et de répondre à cette prise en charge. Donc, il y avait eu un exercice 15 jours auparavant, d'ailleurs, qu'avait coordonné Thomas, et qui avait permis aux équipes de se préparer. Donc ça, je pense que ça a été une aide précieuse. Mais c'est vrai que pour les équipes, dans l'immédiateté, comme dans toute situation de crise, pendant la cinétique rapide, tout le monde est mobilisé, tout le monde revient, tout le monde gère, tout le monde fait dans l'humeur la plus bienveillante et dans le meilleur sentiment pour s'en sortir. Par contre, sur les temps plus longs, c'est extrêmement lourd en termes de charge mentale. Et un des enseignements, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais les équipes l'informatique assiste beaucoup aussi à l'hôpital, les professionnels. Et la perte de cette assistance a aussi dû remobiliser en fait des connaissances, des compétences chez les professionnels et remettre en place en fait des usages qu'ils ne faisaient plus. On de appelle par ça l'assistance informatique. Au papier, au crayon, littéralement. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui a été mis en place pour la gestion de crise? Justement, comment est-ce que vous avez réussi à gérer cette crise et combien de temps est-ce que ça a pris? Alors la crise, on y est toujours. Actuellement, on est à 249 jours post-cyberattaque. Néanmoins, effectivement, il y a plusieurs temps dans la gestion de la crise. Alors côté informatique, effectivement, le premier temps est dédié à la protection de ce qui fonctionne encore, parce qu'il y a quand même des systèmes qui fonctionnent encore, et ça, il faut absolument les protéger. Et puis, il y a un temps aussi consacré à l'investigation numérique. Il faut comprendre ce qui s'est passé, par où l'attaquant a pu passer, ce qu'il a pu faire dans le système d'information, où est-ce qu'il a pu potentiellement laisser des traces, laisser des portes d'entrée complémentaires. Tant qu'on n'a pas cette analyse, on ne peut pas reconstruire correctement le système d'information. Donc ça prend un petit peu de temps, effectivement. On fait appel à des sociétés spécialisées qui sont extrêmement expertes là-dessus. Et vous l'avez aujourd'hui, cette analyse? Vous savez tout à fait. Vient l'attaque? L'analyse, effectivement, a mis, on va dire, une petite vingtaine de jours à être réalisée, mais on a effectivement la timeline, comme on dit, de l'attaque.
Et donc on a pu décider ensemble du point sur lequel on voulait repartir en termes de reconstruction du système d'information pour s'assurer que le système qu'on allait remettre en place était complètement exempt de traces de l'attaquant, de passage de l'attaquant. Et puis bien entendu, sur le temps un petit peu plus long, donc on reconstruit et on reconstruit en mieux, parce que forcément un système d'information qui a connu une cyberattaque, c'est qu'il est porteur de failles, voilà, aussi minime soit-elle, et donc on en profite pour reconstruire un système d'information à l'état de l'art, le mieux qu'on puisse, bien entendu, parce qu'il y a des enjeux financiers aussi derrière, et donc à l'état de l'art pour permettre d'avoir une sécurisation maximum dès lors que les services seront réouverts auprès des professionnels. Et comment est-ce que vous avez géré la communication autour de cette crise ? Comment ça s'est passé pour vous ? Alors, dès le départ, le choix effectivement de l'établissement a été d'être transparent sur la communication externe, en dévoilant effectivement qu'il était victime d'une cyberattaque et en donnant les éléments au fur et à mesure, bien entendu, des éléments factuels recoupés et vérifiés. C'est extrêmement important parce que... À la presse, directement ? Alors effectivement, à la presse régionale, locale, voilà, avec qui l'établissement a des bons rapports. Et donc voilà, c'était un vecteur d'information extrêmement important parce que sur ces sujets-là, forcément, ça donne envie. Voilà, la blogosphère cyber est friande de ce genre d'informations, et donc elle vient effectivement récupérer de l'information, ou elle essaye de récupérer de l'information. Les journaux nationaux effectivement aussi s'emparent très rapidement du sujet, et donc il est important d'avoir des vecteurs médias sur lesquels on peut compter pour informer correctement avec une information, encore une fois, vérifiée et recoupée. Voilà, l'autre centre hospitalier n'a jamais caché d'informations, et c'était extrêmement important de le faire tout au long des débuts de la cyberattaque. En complément, en fait, l'information, elle était aussi essentielle pour les patients. Les familles s'inquiétaient potentiellement, puisque c'est passé très très rapidement en fait par les voies médiatiques, et du coup il fallait rassurer les familles, rassurer les patients qui étaient dans les lits, et puis aussi les patients pour qu'ils puissent venir ou pas venir en fait sur l'hôpital. Donc cette communication, elle a été essentielle. Et par contre, il faut l'organiser, cette communication, rapidement, préparer des messages antérieurement. On parlait de procédure tout à l'heure, ça, on a des messages qu'on a un petit peu préparés par avance sur les situations de crise, parce qu'on fait face aussi à une grosse pression de demande de communication. Et cette communication, on doit la faire vers l'extérieur, mais on doit la faire aussi à l'intérieur, vis-à-vis de l'ensemble de nos professionnels. C'est eux qui doivent aussi avoir l'information dans les premiers. Et comment ça s'est passé concrètement ? Comment est-ce que c'est possible de communiquer des informations sur un incident qui est en train de se passer ? Qu'est-ce que vous avez pu faire ? Comme le disait Thomas précédemment, en fait, ce sont des informations factuelles. Oui, c'est bien une cyberattaque. Oui, on a bien reçu des messages. Ce sont des choses très simples. Non, on ne sait pas encore l'origine. Fuite des données, c'est toujours une question qu'on nous pose, la fuite des données par rapport aux données patients. Non, on n'a pas encore l'information. On investigue et on donne les informations au fur et à mesure. Donc, en étant factuel, en étant simple et voilà, le plus transparent possible aussi pour les professionnels, et puis en se tenant un petit peu à distance de la crise, pas forcément dedans, hein, on se met un petit peu à l'écart le temps de la communication. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu éviter cette cyberattaque si vous aviez mis en place certaines choses au préalable, ou est-ce que c'était pour vous inévitable ? La cyberattaque, elle est inévitable à partir du moment où l'attaquant trouve une porte d'entrée. Alors effectivement, on peut construire des murailles, aussi hautes soient-elles. Dès lors que l'attaquant trouvera un trou de souris, il l'exploitera pour mener sa cyberattaque. Donc la réponse, c'est un peu une réponse de Normand, je suis désolé, hein, mais effectivement... on peut construire des murailles, et on les a reconstruites, puisque j'ai dit qu'on a reconstruit le système d'information en mieux, parce qu'effectivement, l'attaquant, plus il se casse les dents sur une muraille, plus il ira certainement voir le château fort d'à côté. Mais néanmoins, le trou de souris, on peut pas forcément avoir 0% de chance qu'il se crée, et dès lors qu'il est exploitable, il est exploité. Qu'est-ce que vous avez mis en place depuis, en plus que ce que vous aviez avant, pour être mieux protégé par rapport à vos voisins ?
Alors techniquement, on a mis un certain nombre de systèmes de protection complémentaires sur l'établissement. On a profité d'une synergie qui est en cours d'installation au niveau du groupement hospitalier de territoire pour faire bénéficier l'établissement d'un certain nombre de sujets qui sont notamment adressés au CHU de Lille, le grand frère qui est en direction commune avec le CH d'Armentières. Et puis après, effectivement, le travail, c'est surtout de travailler à la réaction, puisqu'encore une fois, si jamais on se fait attaquer et on se fera peut-être réattaquer, il faudrait être plus résilient, plus proactif dans la capacité de réponse et dans la capacité de résilience de l'activité dans l'établissement. Donc le message, c'est qu'il faut se préparer à se faire attaquer à nouveau. Vous dites que vous êtes toujours dans la gestion de crise. Au final, le plus dur est passé, mais il y a encore des impacts aujourd'hui. Quels sont ces impacts ? Alors oui, le plus difficile est passé sur le plan technique, j'ai envie de dire, puisque Thomas parlait de la remédiation, de la reconstruction. On est à 95% en fait de notre taux, donc on est plutôt très content à 249 jours. Par contre, nos plans d'action qu'on suit au quotidien, on a une cellule de crise tous les 15 jours, on suit nos plans d'action tous les jours, on accompagne nos professionnels au maximum. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que ils n'ont plus l'outil qu'il fallait, il faut reconstruire, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources de la part des professionnels. Et puis aujourd'hui, par exemple, sur l'ensemble des postes informatiques, tout le monde n'a pas encore l'Internet. Donc les médecins en ont besoin, les professionnels en ont besoin. Vous aviez perdu des données ? Nous avions perdu des données. Est-ce que vous avez retrouvé toutes vos données aujourd'hui ? Non, nous n'avons pas retrouvé toutes les données exactement. Et puis il y a des données qui malheureusement en fait n'ont pas pu être réinjectées puisque abîmées comme on peut le dire simplement. Chiffrées, oui, vous n'avez pas réussi à restaurer toute la donnée. Est-ce que vous avez, je reviens un petit peu en arrière juste pour savoir au moment de la cyberattaque, est-ce que vous saviez vers qui vous tournez pour être accompagné dans cette gestion de crise ? Oui, pour le plan technique, Thomas va répondre. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le groupement hospitalier public Hôpitaux Grand Lille, les 10 établissements, on a un RSSI commun pour l'ensemble des établissements, on a des ressources communes, et c'est vrai que c'était dit tout à l'heure par un autre orateur, très clairement, quand on est petit, on est plus en faille. Et forcément, en fait, on a besoin de l'entraide des autres. Donc oui, le centre hospitalier d'Armentières savait qu'il pouvait s'adresser à ses collègues pour s'aider. Après, bien évidemment, on a aussi des ressources sur le plan plutôt informatique. Effectivement, sur le plan informatique, on a un certain nombre de sujets qui sont présents dans des plans d'action, dans des fiches réflexes cyber, et donc notamment la chaîne d'alerte est complètement outillée au travers de ces fiches cyber, pardon. Donc effectivement, le point de contact, le CERT santé, l'ANSSI, la CNIL, le dépôt de plainte géré au niveau du C3N, l'ensemble de ces sujets-là sont adressés et donc sont complètement disponibles pour les équipes, même si le RSSI de GHT n'est pas là, effectivement. Alors vous me sembliez plutôt bien préparé, vous connaissez vos interlocuteurs, mais est-ce qu'il y a eu quand même un avant et un après la cyberattaque ? En termes de prise de conscience, notamment, du risque. Oui, d'abord, il y en a eu un dans l'établissement et il y en a eu un aussi sur le GHT. Parce qu'aujourd'hui, en fait, Thomas, ses équipes, moi-même, dans une autre fonction précédemment, on parlait avec les équipes du risque, de la nécessité en fait de faire des bilans d'impact, de la nécessité de formaliser des plans de continuité d'activité ou des plans de reprise d'activité. C'était un peu difficile en fait à faire passer comme message, faire passer aussi les messages de changer votre mot de passe, respecter en fait un certain nombre de consignes de sécurité transmises. Voilà. Par souci d'aller parfois plus vite, de gagner du temps, en fait, les professionnels, ça passe dans une oreille. Ça, d'ailleurs, chez nous, c'est de la même façon tous les jours. On se dit, ah oui, c'est vrai, on nous a dit ça, mais on avait oublié qu'il fallait le faire. Et en fait, cette attaque et la difficulté en fait qu'on a à gérer tous les jours, et puis ça a été largement communiqué et ça a été bien sûr transmis, fait que tous les hôpitaux du GHT
ont remonté en fait leur niveau de sécurité. Et il y a eu une prise en compte de l'ensemble des professionnels, pas seulement à l'hôpital d'Armentières, mais sur l'ensemble du GHT. C'est quand même plus de 23 000 professionnels, et y compris au niveau de la région, parce que notre enseignement, on a fait un retex 10 jours après auprès de l'Agence régionale de santé, qui nous a entendus aussi sur ces difficultés et qui a aussi déjà pris des enseignements et des mesures, par exemple, en créant en fait un pack, on va dire, situation exceptionnelle cyber, en mettant à disposition du CHU de Lille pour l'ensemble des établissements, en fait, des moyens ordinateurs, clés USB, des moyens qui nous manquaient ou qui nous manqueraient si jamais ça se reproduisait sur le territoire. Est-ce que vous avez élevé votre budget alloué à la cybersécurité depuis cette cyberattaque ? Alors aujourd'hui, je peux vous dire très clairement le coût en fait de la cyberattaque sur le centre hospitalier d'Armentières, donc à 249 jours, c'est ça. On est à 2,6 millions en fait de coûts cyber. Et donc, à ce jour, il n'y a pas d'aide ou de financement particulier dans cette situation. Ça n'a pas été prévu, ça n'a pas été imaginé. Bien évidemment, il y a un investissement important sur la sécurité informatique, puisqu'on reconstruit en fait le système, bien évidemment, pour le centre hospitalier d'Armentières, et on a upgradé pour l'ensemble des établissements du GHT. Oui, donc finalement, on se dit que mettre des moyens dans la cybersécurité vs le coût d'une cyberattaque, même pour un hôpital public, un des établissements publics, ça vaut le coup. En tout cas, la cyberattaque que vous avez vécue en témoigne. Est-ce que vous avez un message à faire passer à d'autres établissements publics qui n'ont pas encore mis des mesures en place pour les encourager à le faire ? Moi, je vais passer la parole à Thomas. J'ai juste envie de dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça, vraiment, c'est un message qu'il faut faire passer. Partager, c'est s'améliorer. C'est vraiment, ces retex sont vraiment importants. Il faut aller voir ailleurs. Il y a la semaine dernière, nos biologistes ont partagé au sein de la communauté des biologistes sur la manière de faire pour s'entraider. Ça, je pense que c'est éminemment important. Effectivement, pour poursuivre peut-être un petit peu plus sur les aspects système d'information, il y a un impératif, c'est de continuer à connaître son système d'information quand on a été cyberattaqué. Le CH d'Armentières, c'est un effectif en mode nominal de 6 ETP au niveau du système d'information. On est monté jusqu'à 29 personnes pendant la gestion de la crise dans les premières semaines. Et donc, il y a des impératifs, c'est d'avoir un référentiel, des référentiels sur lesquels se baser pour que tout le monde parle de la même chose. Et si on n'a pas ces référentiels, c'est extrêmement difficile. Donc, il est indispensable d'avoir des cartographies notamment extrêmement sécurisées, parce que si votre cartographie est sur votre serveur de fichiers et si le serveur de fichiers s'est fait chiffrer, mais vous n'avez plus votre cartographie. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Et puis je rejoins effectivement ce qui a été dit, il ne faut surtout pas rester seul. Voilà, le CH d'Armentières a eu l'occasion de bénéficier de l'appui du CHU de Lille, d'autres confrères qui venaient aussi du groupement hospitalier de territoire, et on a eu des propositions même régionales. Et donc voilà, il est important de ne pas rester seul, parce qu'il y a des gens qui ont déjà connu, il y a des gens qui savent faire, qui pourront aider, et dans ce cas-là, il faut absolument se tourner plutôt que de rester dans la difficulté ou alors dans un état de sidération qui fait que les choses ne vont pas, être prises en compte le plus rapidement possible. Et c'est bien ça qu'on poursuit, c'est bien continuer l'établissement de santé à pouvoir poursuivre sa mission première, c'est-à-dire prendre en charge les patients. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage, je pense qu'il est très précieux et qui va continuer d'aider d'autres entités justement à prendre conscience de ce risque cyber. C'est pour ça qu'on fait ces témoignages. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Je m'appelle Nicolas Dubar, j'ai 42 ans, je suis président de la société Somagic depuis 6 ans. Nous fabriquons des barbecues à destination du grand public, entre 800 000 et 1 million de barbecues que nous distribuons sur le marché français et à l'export depuis une quarantaine d'années. Donc le lundi 18 septembre au matin, comme tous les lundis ou comme tous les matins, j'arrive à l'usine et on me tombe dessus pour m'expliquer que nous sommes victimes d'une cyberattaque. Je ne prends pas franchement conscience de la situation. Je suppose qu'il y a un virus quelque part, comme on entend régulièrement ici et là. Et en réalité, on me dit « Mais Nicolas, il faut que tu te rendes compte, on ne peut plus travailler.
Et quand on te dit ça, tu te dis on ne peut plus travailler, on ne peut plus allumer l'ordinateur. Non, Nicolas, on ne peut plus travailler. C'est-à-dire que les machines ne peuvent plus fonctionner, nous n'avons plus accès à notre réseau, nous n'avons plus accès à nos données, nous ne pouvons plus gérer la compta, nous ne pouvons plus gérer le commerce. En gros, nous ne pouvons plus faire tourner l'activité de Sauts Magiques. Il faut se dire que sur le moment, on se dit que ça va être compliqué, mais on n'imagine pas réellement ce qui s'est passé, même après ces propos, qui peuvent paraître durs, lourds de sens. Mais dans les faits, il faut quelques minutes, voire quelques heures pour se rendre compte qu'effectivement, à l'instant T, Sauts Magiques n'existe plus. On venait de perdre 40 ans d'histoire et les activités à venir, c'est-à-dire l'ensemble de nos commandes, l'ensemble des plans de nos produits, l'ensemble de notre comptabilité, l'ensemble de notre gestion des ressources humaines, tout était devenu indisponible. On ne pouvait plus gérer l'entreprise. Je me demande quoi faire, il me faut quelques minutes pour réaliser, et c'est à ce moment-là que mon informaticien me dit, pourtant très compétent, Nicolas, je ne sais pas quoi faire. On venait de toucher un sujet qui était pour moi ingérable, étant donné que l'informatique est un outil. Pour moi, tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Dès que ça ne fonctionne plus, je suis perdu. Mais ça va sur la boîte mail qui fonctionne plus ou un accès réseau qui fonctionne plus. Je ne sais pas comment le réparer. Mais là, ça allait beaucoup plus loin, puisque de toute façon, allumer l'ordinateur était devenu interdit. Notre informaticien, Stéphane, me demande qu'est-ce qu'on fait. Et quand ton informaticien te demande à toi qu'est-ce qu'on fait, tu te dis là c'est grave, puisque ce n'est jamais arrivé. Et je me souviens, à cet instant précis, il est 9h du matin, que nous avions souscrit une assurance qui s'appelle Stoic, et que j'avais préparé un petit papier où étaient notées les coordonnées de cette assurance. Et donc à 10h06 du matin, je les contacte et je fais une déclaration de sinistre. En n'ayant absolument pas de soupçon sur ce qui allait se passer derrière. Et ils me répondent « Ok, on vous envoie 2 gars ». Je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. Ils nous envoient 2 gars. Un vient de Paris, un vient d'Angers. Et donc, patientez, ils arrivent. À ce moment-là, il faut gérer les hommes. Qu'est-ce qu'on fait de nos salariés, puisqu'on ne peut pas travailler. Donc nous, on avait encore la chance d'avoir un tapis roulant qui fonctionnait, sur lequel on pouvait poser des cartons et emballer quelques barbecues, parce qu'on avait des pièces détachées qui étaient prêtes. Et donc on met tout le monde dans l'usine, et les gens commencent à emballer le reste des pièces qu'on avait pour fabriquer quelques barbecues. Certains prennent des balais, nettoient l'usine. Bon, arrivé en début d'après-midi, plus rien à faire. Je renvoie les gens chez eux. Les quelques cadres dirigeants qui m'entourent au quotidien restent. Et on discute dans le hall, on discute dans mon bureau, on discute... on est perdu, quoi. Et on attend l'équipe de chez Stoic. Il y avait quand même des gens qui avaient pris la main côté Stoic pour commencer à regarder à distance l'ampleur des dégâts. Et eux étaient en contact direct avec Stéphane, notre informaticien, et avec moi pour m'orienter sur les différents sujets que j'allais... avoir à traiter. Je dois aller déposer plainte, qu'il va falloir gérer la CNIL, qu'il va falloir que je gère ma communication. Tout m'arrive, c'est un flot d'informations. Je veux dire, moi, si j'ai un problème commercial, un problème technique, un problème humain, c'est mon quotidien, c'est pas toujours simple à gérer, mais globalement, j'en ai l'habitude. Mais là, pas du tout. Donc, en attendant les Stoics, je monte dans la voiture, et je vais au commissariat, à la gendarmerie plus précisément, et je leur explique que je viens déposer plainte pour une cyberattaque. Cataclysme. Les gens qui me reçoivent sont très agréables, mais aussi dépassés que moi. Après 4 ou 5 échanges avec les gendarmes, ils m'expliquent qu'il faut que je revienne le lendemain parce qu'ils doivent se renseigner auprès du gendarme de la cybersécurité à Paris pour savoir exactement comment déposer plainte dans ce cas de figure. Donc je rentre à l'usine où j'ai 3 collègues qui m'attendent pour me soutenir gentiment, mais je n'ai pas déposé plainte et on n'a toujours rien fait si ce n'est éteint l'intégralité de nos serveurs. En revenant à l'usine, l'une des 3 personnes qui étaient là m'appelle en me disant « Nicolas, ça fait 3 fois qu'il y a un numéro de téléphone qui appelle.
c'est pas un numéro habituel et j'ai décroché, ça parle en anglais. Bon, donc je m'installe devant le téléphone ressonne, je décroche. Donc là, il y a un gars qui m'explique en anglais qui veut parler au décideur. Je dis, je suis pas le décideur. Et il me dit, donc t'as rien compris, je vais raccrocher, je veux parler au décideur. Donc je lui dis finalement, je suis le président. Il me dit donc si tu es le président, tu sais très bien ce qui est en train de se passer, donc tu prends contact avec nous sur le dark web via un chat pour commencer à négocier. Et il raccroche. Je contacte de nouveau mes interlocuteurs chez Stoic, qui m'expliquent que c'est l'habitude, qui me connaissent et qui vont m'aider. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut payer, pas payer. Alors après, nous, évidemment, on n'a jamais envie de payer, mais je veux comprendre, on essaie de se rendre compte de l'ampleur du montant qui est demandé. Bon. Et on m'oriente et on me soutient et on m'explique, on va y aller étape par étape, on va voir ce qui est possible de reconstruire, ce qu'on va pouvoir récupérer, et au fil de l'eau, ça va donner une décision il faut négocier pour payer peut-être une partie ou pas du tout, mais on le fera que quand on se rendra compte de ce qu'on peut récupérer ou ne pas récupérer. Donc je me sens pas rassuré par la situation, mais je me sens soutenu. Et à 17h, Antoine, je crois que c'est Antoine qui arrive en premier de chez Stoic. Alors moi, je les ai appelés les hackers gentils. Ils arrivent, j'ouvre la porte de la voiture. Enfin, je suis complètement... c'est le Messie qui arrive. Et il s'installe. Son collègue arrive un tout petit peu plus tard. Ils s'installent dans nos bureaux avec leurs ordinateurs, avec leur sourire, avec leurs t-shirts tout simples. Des gars super accessibles qui sont, j'imagine, intellectuellement geeks. Un monde que je ne maîtrise pas. Et en même temps, qui sont détendus et en tout cas rassurants. Quand je leur pose une question, ils s'arrêtent, ils me répondent systématiquement avec des mots que je comprends. Quand ils parlent entre eux, je comprends rien. Et ils commencent à chercher sur nos serveurs ce qui va pouvoir être récupérable ou pas. Donc sur le serveur, ce qu'ils découvrent d'abord, donc c'est la demande de prise de contact sur un chat pour nous informer que c'est un ransomware et que pour récupérer nos données, il va falloir payer. Donc là, la négo, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, je veux dire, on le voit à la télé, c'est limite le GIGN qui prend la main. Moi, je fais pas ça dans la vie. Et donc, l'équipe de Stoic a entamé une négo, parce qu'au départ, ils te disent, c'est quand même complètement fou, voilà le montant, mais si tu payes maintenant, il y a de l'escompte. Et si tu payes demain, c'est 20% de plus par jour de retard de paiement. Alors ça va quand même relativement vite. Et donc les équipes qui ont pris la main pour négocier ont commencé à faire traîner, ont trouvé des excuses en disant le responsable financier n'est pas là, vous voulez qu'on vous paye en Bitcoin, mais nous on n'a pas de compte en Bitcoin, donc du coup il va falloir ouvrir un compte en Bitcoin. Après, on a dit que le passeport de M. Dubar a été refusé auprès de l'organisme qui ouvrait le compte en Bitcoin. Et on a fait traîner les choses parce qu'ils nous avaient expliqué que si on payait pas, ils allaient publier l'intégralité de nos données sur le dark web. Et donc, pour faire traîner ça, il y a une négo qui a duré, mais c'est pas 2 jours, ça a duré 15 jours, je crois, la négo. Alors que normalement, au bout de 3 jours, ils voulaient publier. Moi, j'aurais pas su faire ça. Enfin, je veux dire, déjà, ils m'auraient dit, t'ouvres un compte en Bitcoin. Je veux dire, de quoi tu parles, quoi. Moi, le Bitcoin, je le vois pareil, à la télé, dans les séries, pas dans la vraie vie, quoi. Nous, de notre côté, il faut gérer les hommes, il faut gérer le dépôt de plainte qui finalement se fait, donc le lendemain. Je gère les hommes chez nous. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant mais Nicolas, ça va se passer comment, on va tenir debout, ça va continuer. Parce que moi, mon mari, il est en train de perdre son boulot, mais moi, je peux pas perdre le mien, quoi. Et les gens pleurent, quoi. Les gens pleurent dans votre bureau. Et quand ils viennent vous voir en disant la situation économique est compliquée, est-ce que Somagic ça va, vous répondez des choses, quoi. Et là, vous devez les rassurer, mais vous savez pas. Vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer dans 1 heure ou le lendemain ou le surlendemain. Combien de temps on va tenir sans fabriquer? Est-ce qu'on va récupérer nos plans? Des centaines de plans qui sont perdus. On peut plus fabriquer le barbecue, on peut plus rien faire. Entre-temps, ce dont on se rend pas compte, c'est que moi, la compta, ils sont venus me voir en me disant Nicolas, comment je fais la déclaration de TVA là? Ou la paye? Parce qu'on était le 18 septembre, donc on arrive très vite à la fin du mois. Quand ta RH elle vient te voir, elle te dit Nicolas, je fais comment la paye?
Catherine la paye. On va trouver une solution. Quand je dis qu'on peut plus travailler, on peut plus travailler, quoi. Et finalement, de fil en aiguille, je décide de faire une communication à toute l'entreprise. Donc, je convoque toute l'entreprise, donc j'ai 50 personnes devant moi, et je crois que je leur ai jamais parlé avec autant d'émotion et probablement la larme à l'œil, en leur expliquant ce qui était en train de se passer. Et en leur disant qu'on allait s'en sortir tous ensemble. Mais que c'est... Putain. Mais que c'était... très, 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 très inconnu pour moi et très, très dur à gérer. Parce que d'une manière ou d'une autre, je suis un peu garant du salaire à la fin du mois, quoi. Que tout ça, ça tienne debout. Et ce jour-là, j'étais pas sûr de pouvoir tenir le truc, quoi. Parce qu'on n'avait plus rien. Et on a de la chance chez Somagic parce que les gens étaient vraiment... je veux dire, tout le monde était ensemble. Tout le monde, c'est une espèce de groupe qui s'est mis au service de l'entreprise. À mon service, on va vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont fait des choses qu'ils ne font jamais. Il y a une espèce d'élan de solidarité qui nous a vraiment aidés pour continuer à avancer et à garder un minimum le moral. Et puis une fois que j'avais communiqué auprès des salariés, les clients. Parce que tu es obligé de communiquer auprès de tes clients. Donc là, avec notre avocat, on a écrit un courrier qu'on a envoyé à tous nos clients en attendant la réaction des clients. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Alors là, c'est disparate. Il y a des clients qui sont très inquiets, des clients qui sont confiants mais qui suivent, puis des clients qui réagissent pas forcément. Alors pour moi, ça a été personnellement plusieurs nuits sans sommeil, mais c'est pas des nuits hachées. Je veux dire, c'était 0 minute de sommeil. Tu dors pas du tout. Tu te lèves le matin, t'es même pas fatigué. Tu dors pas, quoi. Tu vis un truc. C'est une intrusion, un vol, quoi. C'est un cambriolage où tu rentres dans ton appartement et il est intégralement vide de tout ce que tu avais. Tout ce qui te servait au quotidien pour faire à manger, pour boire un coup, pour travailler, pour te divertir, les souvenirs de tes enfants. T'arrives un matin et il n'y a plus rien du tout. Plus rien. Tout a disparu, quoi. Et à ce moment-là, je vais plus rien retrouver, quoi. Je crois qu'au bout de 4 ou 5 jours, il y a les stoïques et mon informaticien qui arrivent et qui me disent Nicolas, on peut restaurer une sauvegarde du 23 mars 2021. Est-ce que ça t'intéresse? Donc en gros, ça veut dire qu'on revient presque 2 ans avant, mais tu as toutes les données d'il y a 2 ans, quoi. Bah oui, on y va, quoi, c'est parti. Là, je me dis, parce qu'il y a des fichiers, on utilise les mêmes tous les ans, puis après on les remet à jour avec des nouvelles données. Donc déjà, on avait nos bases de fichiers. Donc on avait perdu 1 an et demi ou 2 ans de nouveaux produits ou différents sujets qu'on avait traités, mais on se retrouvait quand même avec une base correcte pour pouvoir travailler. Et là, à ce moment-là, tu sais, moi, dans mon esprit, je me suis dit, c'est bon, on va pas fermer, on va pas mourir. Alors après, comment ils ont récupéré ça, comment ils ont retrouvé le truc, franchement, ça me dépasse complètement. Mais ils ont mis le truc en place. Et donc, une semaine après, je rallume l'ordinateur, je vais sur le serveur et je suis 2 ans plus jeune, quoi. Moi, j'estime qu'on a retrouvé à peu près 90% des données. Je veux dire, finalement, avoir perdu que 10% de tes données par rapport à ce qui s'est passé, c'est presque un moindre mal. Mais bon, il nous a fallu presque 1 mois pour en arriver à se dire on a récupéré 90% des données. Et 1 mois, c'est quand même très très long, quoi. Au final, on n'a pas du tout payé la rançon. Donc ça, on en est quand même content. Déjà de par la dépense, puis dans la philosophie. Je sais pas, j'ai dû avoir un coup de chance où en janvier 2023, je souscris à une assurance cybersécurité qui s'appelle Stoïque, parce que de toute façon, dans pas mal de questionnaires d'assurance en responsabilité civile, etc., il nous est demandé quel est le niveau de sécurité que nous avons. Donc on se disait qu'il fallait avancer un peu sur ce sujet-là. Donc on souscrit à l'assurance chez Stoïque.
je me rends pas bien compte de ce que je fais, je me donne une bonne conscience en me disant si nous arrive un truc, on a une assurance, quoi. Quand je fais la déclaration à l'assurance, je pense juste faire une déclaration à l'assurance. J'imagine pas que derrière il y a tout un pôle reconstruction, soutien à la négociation. Je le savais pas parce que j'étais pas rentré dans le détail, et donc ça a été un peu la bonne surprise de l'histoire. Mais tu fais une déclaration à l'assurance et puis eux ils t'envoient des gars pour réparer ton système et puis pour t'aider à négocier, quoi. Et ce qui est important sur ces périodes-là, c'est justement c'est le temps. Moi, sans Stoic, on m'aurait dit tu vas sur le dark web pour discuter avec des hackers. Je sais pas. Déjà, c'est du chinois, quoi. Donc là, l'accompagnement, en fait, pour nous, parce que j'avais souscrit à cette assurance un peu par hasard. Alors, c'est pas totalement hasard parce qu'on en entend beaucoup parler, mais tout a été géré à la minute près, quoi. Donc l'équipe Stoic est restée 3 ou 4 jours physiquement, et ensuite ils sont repartis, mais ils ont continué à travailler sur le dossier, mais à distance. Mais moi je dirais à plein temps parce qu'ils étaient quand même toujours dessus. Donc je dirais que pendant au moins 15 jours, on a eu deux gars à disposition quasiment tout le temps, quoi. On a eu des listes de conseils, on a mis des choses en place, on leur en a reparlé, ils nous ont donné des avis ou des conseils. Donc il y a eu un accompagnement, on est 7 ou 8 mois plus tard et on se parle encore. On n'a pas payé la rançon, on fonctionne aujourd'hui normalement et c'est un mauvais souvenir. En toute humilité, je me sentais vraiment en sécurité avant. Je ne me rendais pas du tout compte à quel point ça allait toucher l'entreprise, me toucher moi personnellement, toucher mes salariés personnellement. Et on a découvert que nous n'étions pas au niveau, mais je peux vous assurer que je vous aurais répondu qu'on était au niveau. Dans l'analyse qui a été réalisée par les Stoics, c'était déjà de comprendre par où les pirates étaient rentrés. Donc nous, on a des VPN comme beaucoup de gens et des comptes VPN. Donc a priori, on suppose, en tout cas la conclusion à laquelle on est arrivé, on ne peut pas en être sûr à 100%, mais on suppose que c'est un phishing et qu'ils sont rentrés via un VPN sur notre réseau. Après nous, comme tout le monde, on se pensait réellement protégé. J'ai rentré les antivirus, les sauvegardes externalisées, etc. Vous m'auriez dit en août 2023, est-ce que vous êtes protégé ? Ah oui, je suis protégé, pas de problème. En plus, nous, on savait qu'il y avait des tentatives d'intrusion parce qu'on le voit régulièrement, mais ils sont jamais rentrés, ils rentreront pas. On a fait plein de trucs, il y a pas de raison que ça rentre, quoi. Mais ce qu'on a mis en place depuis, grâce à l'étude de ce qui s'était passé, moi j'avais tendance à dire que c'est devenu un bunker, donc on a dû multiplier par 2 ou par 3 les dépenses en cybersécurité. Mais je veux dire, c'est un moindre mal par rapport à ce que cette affaire-là aurait pu nous coûter, la vie de l'entreprise de toute façon. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein pour l'entreprise. On a des sauvegardes sécurisées, et même si on perdait et on se faisait attaquer, on récupérerait l'intégralité de nos données. Il faudrait juste reconstruire l'infrastructure. La vie de l'entreprise serait plus du tout en jeu, ça c'est certain. C'est juste un gros travail, mais sans inquiétude quant à l'avenir. Et vous m'auriez aussi posé la question, est-ce que vous avez des sauvegardes ? Oui, on a des sauvegardes en interne qui sont répliquées, plus on a de la sauvegarde externalisée, donc aucun risque, quoi. Rien du tout. Maintenant, je sais qu'on n'était pas suffisamment protégé, ne serait-ce que sur les mots de passe, la gestion des mots de passe, la sensibilisation sur le phishing, la sauvegarde externalisée. Il y avait des outils qui existaient depuis un an et demi qui nous auraient permis de ne rien perdre et qu'on a mis en place entre-temps. Mais on avait des sauvegardes qui n'étaient pas, même si elles étaient externalisées chez un prestataire, qui n'étaient pas sécurisées. Nos antivirus n'étaient pas forcément à la hauteur. J'ai découvert qu'il y avait des outils d'analyse comportementale sur le réseau qui permet de voir s'il se passe des choses sur le réseau pour tout mettre en rideau du jour au lendemain. Mais ça, on n'en connaissait même pas l'existence, quoi. Et ça existe depuis quelques temps. Et même aujourd'hui, a priori, les hackers, ils commencent à être capables de contourner ces outils-là. Alors, je me sens pas prêt dans le sens où je veux pas le revivre. Je veux vraiment pas le revivre. C'est vraiment un traumatisme. Par contre,
Je pense que si aujourd'hui il y avait une tentative d'intrusion sur nos serveurs, ce serait vraiment très, très, très compliqué pour les hackers de rentrer. Et quand bien même ils rentreraient, on a mis en place un système de sauvegarde externalisé avec un niveau de sécurisation qui fait qu'on pourrait se retrouver avec une infrastructure par terre. Par contre, on perdrait aucune donnée. Renseignez-vous, faites ce qu'il faut. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont pas très compliqués à mettre en place, mais qui peuvent vraiment permettre de se protéger. Je veux dire, ne mettez pas la vie de votre entreprise en danger en vous pensant au-dessus du lot parce que votre informaticien vous a dit mais moi c'est bon, parce que nous on a pensé ça, et ces phrases-là je les ai dites, mais nous c'est bon quoi. Mais non, nous c'était pas bon. C'est pas parce que tu as un prestataire qui te dit non mais nous on fait tout. Nous notre prestataire il nous avait dit que on avait compris, alors on va le dire comme ça, que la sauvegarde était externalisée chez eux et sécurisée. Et en fait non, pas du tout, puisque de toute façon ils sont remontés jusqu'à cette sauvegarde et ils l'ont intégralement effacée. On vous raconte des choses, on a des idées reçues. On se dit, en plus ça coûte cher, je préfère investir sur un nouveau produit, sur un nouveau projet, sur de la communication, sur le marketing. Mais enfin, le jour où tu as investi sur tout ça, puis que tu n'as plus d'usine à faire tourner, ou que ton activité, tu peux plus la gérer, de toute façon, c'est perdu. Et ça peut nous arriver à tous. Nous, on est à la campagne. Hein. On est vraiment à la campagne, hein, dans les vignes bourguignonnes. Hein. Je ne me suis pas dit, ils vont attaquer une PME à la campagne. Quoi. Eh ben si. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Monde de la Cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans Le Monde de la Cyber.